Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Frédéric Ancel. Bonjour. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions et nous éclairer ce matin. Vous êtes docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po Paris. La guerre mondiale n'aura pas lieu, voilà votre dernier livre et on espère que vous avez raison. Il y a 3 jours, Israël bombardait les sites de production nucléaire en Iran, les infrastructures militaires également. Réplique de l'Iran avec une pluie de missiles. Depuis, les bombardements se poursuivent. Quelle stratégie, quels objectifs, quelles conséquences? On va prendre le temps dans ce chaos qui va très vite, justement de comprendre les enjeux avec vous ce matin. Commençons d'abord par le bilan. L'ambassadeur d'Israël en France l'affirmait il y a quelques instants sur RMC. Les missiles iraniens ont touché le sol israélien cette nuit. Côté israélien, on déplore 8 morts dans la nuit qui vient de s'écouler. Et l'ambassade d'Israël, des États-Unis à Tel Aviv aurait même été touchée. L'ambassade à Jérusalem, puisqu'elle a été transférée à Jérusalem ces derniers jours, ce qui d'ailleurs menace effectivement considérablement l'Iran. Pourquoi? Parce que les États-Unis, pour l'instant, se tiennent officiellement en retrait, mais il est bien évident que si des personnels ou des bases américaines étaient touchés dans la région, et éventuellement aussi une ambassade, les Américains pourraient riposter de manière extrêmement rédhibitoire. Ça pourrait être, au moment où on se parle, là, Frédéric Ancel, on vient de l'apprendre, hein, l'ambassadeur d'Israël en France vient de l'affirmer, que donc l'ambassade américaine a été touchée. Est-ce que ça peut être l'étincelle qui engage davantage les États-Unis dans ce conflit? Officiellement, ça le pourrait. Le problème, c'est qu'à la tête des États-Unis, on a un enfant roi. C'est-à-dire qu'il est tellement imprévisible, Donald Trump, et il cherche tellement à éviter, non pas une escalade entre l'Iran et Israël. Fondamentalement, ça ne l'intéresse pas beaucoup. Mais une escalade qui viserait son prisme absolu au Moyen-Orient. Et son prisme absolu, c'est l'Arabie Saoudite, et je le dis et je l'écris depuis de très nombreuses années. Et vous voyez à quel point ces dernières semaines, encore, l'Arabie Saoudite s'est affirmée et affichée comme un allié, un client et un fournisseur exceptionnellement important pour un président dont le seul nord de la boussole est le mercantilisme. Puisque les Saoudiens ont promis l'achat de plus de 140 milliards de dollars de matériel civil et militaire. Donc de ce point de vue-là, Trump ne veut pas que l'Arabie Saoudite soit touchée par d'éventuelles frappes iraniennes et encore moins évidemment l'ensemble du détroit d'Ormuz. Autrement dit, Trump veut bien continuer à soutenir Israël à condition qu'une victoire israélienne qui sera manifeste ne soit pas trop importante, parce qu'elle pousserait la République islamique d'Iran peut-être dans ses derniers retranchements et notamment à tenter de tout casser dans la région. De tout casser dans la région. On va revenir aussi sur qui sont les alliés de qui et sur qui chacun des protagonistes peut compter. Mais d'abord, si l'on en revient à l'origine, Israël affirme qu'il a frappé l'Iran parce que l'Iran était à 2 doigts d'avoir la bombe atomique. Est-ce vrai? Oui, la réponse est oui. C'est vrai parce que l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui n'est pas le Likoud de Benyamin Netanyahou quand même, c'est un organisme parfaitement onusien, a dit que là, cette fois, on s'approchait du seuil critique au-delà duquel on ne pourrait plus, en aucun cas, empêcher l'Iran de devenir un État nucléarisé, notamment sur le plan militaire. J'ajoute que l'AIEA le disait en 2002 à son siège à Vienne déjà. Netanyahou, il n'est pas au pouvoir en Israël en 2002. Et en 2007, dernière date que je vous donne, en tout cas pour répondre à votre question, 1er janvier 2007, le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est-à-dire les grandes puissances, y compris la Russie et la Chine, entament toute une série de trains de sanctions contre l'Iran. Ils sont encore établis à ce jour parce que l'Iran mentait sur sa capacité nucléaire. Lundi dernier encore, le 9 juin, à quelques jours donc des attaques, le Conseil de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui était rassemblé à Vienne, son président Raphaël Grossi avait eu cette phrase: l'agence ne peut ignorer le stockage de plus de 400 kilos d'uranium hautement enrichi. Nous n'avons pas reçu les éléments permettant de dire que tout est en ordre. Est-ce que ça veut dire que l'Iran se jouait du monde, et y compris de l'ONU? Depuis au moins 2002. Et encore une fois, c'est l'AIEA, c'est le Conseil de sécurité qui l'avait établi. Et je rappelle qu'en 1968, un traité de non-prolifération a été enclenché, a été signé par les grandes puissances. Et l'Iran, aujourd'hui, encore signataire officiellement de ce traité, serait finalement le premier pays à transgresser ce qui, à mes yeux, est la plus grande réussite de l'ONU depuis sa création en 1945. Le traité de non-prolifération de 68, il ne faut pas l'oublier. Donc de ce point de vue-là, Israël, effectivement, est l'État objectivement le plus menacé par l'Iran, parce que la République islamique d'Iran le voue aux gémonies et à l'extermination depuis son avènement en 1979. Mais l'ensemble des États de la région, et je pense qu'on va y revenir, notamment les États arabes, aujourd'hui, sont extraordinairement heureux qu'Israël fasse le sale boulot. Soulagé, mais pas en soutien.
Alors, pas en soutien officiel. Encore que les Émirats arabes unis, signataires des accords d'Abraham avec Israël, comme le Maroc, comme Bahreïn, comme le Soudan, soient quand même, enfin, coopèrent très directement avec Israël. Alors, pas sur le plan militaire. De toute façon, Israël ne leur Mais en demande laissant pas. par exemple traverser leur espace aérien, Alors, quel est le moyen, quels sont les moyens utilisés? Alors des renseignements, d'une part, d'autre part l'espace aérien. Effectivement, vous faites bien de le rappeler parce que pour aller d'Israël en Iran et vice versa, il faut passer notamment par la Jordanie. Jordanie, ça n'aura échappé à personne, c'est un État arabe. Bon, il est en paix avec Israël depuis 1994. Et dans l'espace aérien jordanien, en 2024, à 2 reprises, eh bien la chasse jordanienne avait intercepté des missiles iraniens qui se dirigeaient vers Israël. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de bloc arabe et encore moins de bloc arabo-musulman, y compris sur cette question parce que l'Iran fait peur à tout le monde. Frédéric Ancel, voilà pour le déclenchement initial. Hier soir, l'Iran a eu cette phrase « Israël ne sera bientôt plus habitable ». En ont-ils les moyens et est-ce que c'est véritablement l'objectif? La réponse est non, ils n'en ont pas les moyens et on assiste, comme toujours avec la République islamique d'Iran, à une rhétorique de matamor qui est inversement proportionnelle à la capacité de mettre en œuvre cette extermination, parce qu'il faut bien dire le terme tel qu'il prévaut. C'est ce qu'annonce depuis 1979 la République islamique d'Iran. L'extermination d'Israël. C'est quand même cette République islamique qui, président après président, guide suprême après guide suprême, parle d'affreux petits microbes noirs et de cancers à éradiquer. On peut toujours utiliser une autre sémantique, mais globalement, c'est bien ce qui se dit et ce qui s'écrit à Téhéran. Vous dites qu'ils n'en ont pas les moyens. Les bombardements, les répliques iraniennes à l'encontre d'Israël ne sont certes pas de nature à rendre Israël inhabitable pour l'heure, mais ils ont touché le sol israélien, ils ont fait des victimes. Est-ce que ça, Israël l'avait anticipé ? Absolument. D'ailleurs, Netanyahou l'a dit dans son premier discours très solennel en anglais lorsqu'il a annoncé l'attaque. Vous pouvez, avec le dôme de fer, empêcher la quasi-totalité des missiles de tomber sur le sol israélien. Je rappelle une nouvelle fois que l'espace aérien jordanien, de ce point de vue-là, militairement, est plutôt considéré comme ami d'Israël et que la chasse jordanienne, mais également sans doute des matériels et des avions français, américains et peut-être britanniques participent à ces interceptions. Mais j'ai bien dit quasi. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas empêcher des missiles de s'abattre sur le sol israélien puisque la quasi-totalité des 2000, peut-être 2500 engins balistiques iraniens ont un rayon d'action englobant l'intégralité du territoire israélien. Donc Dôme de Fer ne peut pas tout. Le problème, c'est que l'Iran n'a que ça. L'Iran n'a que de la balistique. Pour le reste, son espace aérien est nu. Est-ce que vous pouvez nous redire précisément de quoi il s'agit? C'est-à-dire que, au fond, on a l'impression que depuis le début de ce conflit ou la résurgence de ce conflit, il y a plusieurs armes en présence qui visent Israël. Il y a les roquettes, il y a les drones, il y a les missiles balistiques. Quelle est la différence d'intensité entre les trois? L'Iran, là, n'envoie plus de drones comme il l'avait fait la dernière fois. Non, parce que ça sert pratiquement à rien. Enfin, d'abord, la charge utile, en quelque sorte, elle n'est pas suffisante pour provoquer de très gros dégâts. Ensuite, les drones vont évidemment bien moins loin et moins vite que des missiles balistiques. D'ailleurs, ils ont pratiquement tous été interceptés immédiatement. En revanche, les missiles balistiques, ils permettent de toucher donc tout l'espace aérien israélien. Là, les derniers qui se sont abattus sur la région de Tel Aviv ont des charges utiles de 500 kilos. Alors, imaginez 500 kilos d'explosifs. Un missile balistique, c'est un missile qui est donc envoyé à des milliers parfois de kilomètres et qui peut toucher des cibles de manière assez précise? Absolument, de manière très précise et qui, en phase de propulsion, est très difficilement arrêtable. En tout cas, plus difficilement arrêtable que les vieilles roquettes ou que les drones. Bon. Et de ce point de vue-là, ils ont aussi une capacité donc de nuisance ou de destruction plus importante. 500 kilos d'explosifs, c'est un pâté de maison, en réalité, que vous pouvez anéantir. Frédéric Ancel, dans un instant, je vous interrogerai aussi sur les conséquences, y compris pour l'Europe ou pour la France. Et est-ce que lorsque l'on vous écoute, et au fond, lorsque l'on vous écoute depuis plusieurs années, non seulement sur ce qu'il se passe en ce moment même entre Israël et l'Iran, mais aussi ce qu'il se passe désormais depuis plus de 3 ans entre la Russie et l'Ukraine, lorsque l'on voit ces guerres réelles dans un monde réel, on se demande si la France elle-même a tiré les conséquences, y compris dans sa propre armée. Je vous poserai la question dans un instant. Mais lorsque l'on parle de ces missiles balistiques, je voudrais vous poser la question de savoir combien il en reste en stock pour l'Iran, combien de temps, au fond,
l'Iran peut se permettre des bombardements comme les 3 dernières nuits et combien de temps Israël peut tenir? Alors, au rythme de la propulsion de missiles qui est celui de l'Iran aujourd'hui, une dizaine de jours, pas davantage. L'Iran posséderait entre 2000 et 2500 engins réellement efficaces, donc on appelle balistiques, de force et de dimensions différentes. Ils en ont déjà propulsé un peu plus de 200, entre 200 et 300. Ça va vite. Et vous ne pouvez pas les reconstruire, évidemment, en quelques jours, en quelques semaines. Mais j'ajoute un point très fondamental, c'est que l'enjeu de cette guerre, ce n'est pas un certain nombre d'immeubles, ni même d'ailleurs de civils israéliens qui malheureusement seront encore sans aucun doute touchés. C'est oui ou non l'arme atomique pour l'Iran. Et de ce point de vue-là, l'Iran ne peut pas gagner militairement la guerre qui est enclenchée aujourd'hui avec Israël. C'est strictement impossible. L'ambassadeur d'Israël en France, qui répondait à mes questions sur RMC ce matin à 7h40, disait le pire, nous nous attendons à ce que le pire soit encore à venir. Est-ce que ça veut dire que l'Iran aurait sciemment choisi de commencer par des missiles dont ils savent que leurs dégâts ne sont pas forcément considérables? Ont-ils d'autres armes plus puissantes encore dans leur arsenal? Alors, plus puissantes, pas nécessairement, mais en revanche, ils peuvent procéder par des salves plus importantes encore, ou par des essaims, si vous voulez, de façon à saturer plus encore d'hommes de fer. Autrement dit, à faire plus de dégâts sur la cible précise qu'ils auront décidé de toucher. Et par ailleurs, depuis au moins 24 heures, les Iraniens ont décidé manifestement de toucher des cibles essentiellement civiles. Peut-être pour tenter de casser le moral de la population israélienne. Mais encore une fois, ça ne grève pas, ça n'entrave pas la capacité israélienne à frapper les sites nucléaires et militaires de l'Iran. Combien de temps Israël peut tenir? C'est-à-dire à la fois dans l'intensité des bombardements qu'ils font sur le sol iranien, mais également dans la défense de leur propre territoire. Alors là, c'est pas une question de jours ou de semaines, c'est une question de mois. En tout cas, tant que les Américains le décident. Parce que l'essentiel de l'approvisionnement en munitions, dans une certaine mesure en pièces détachées aussi d'ailleurs, pour l'aviation israélienne, et je parle notamment des fameux F-35, qui aujourd'hui, d'un point de vue militaire, démontrent leur efficacité absolue, les Américains ne vont pas cesser de soutenir Israël, et certainement pas face à l'Iran. D'autant que là, on n'est pas sur une question politique, identitaire, humanitaire, comme ce qui est en train de se passer à Gaza, où même les Américains, à plusieurs reprises, ont dit aux Israéliens que la situation était absolument intenable et catastrophique. Là, on a affaire, encore une fois, à un dossier qui concerne le monde entier et sur lequel les Américains sont évidemment vent debout en faveur d'Israël. Vous parlez des F-35. Frédéric Ancel, qu'en est-il des mégabombes qu'on appelle les mégabombes GBU-57? Ce sont des bombes qui, semble-t-il, vont très profondément en sous-sol. C'est une technologie américaine. Est-ce qu'Israël y a accès? Est-ce qu'Israël a les moyens de l'utiliser? Alors, Israël aurait les moyens de l'utiliser, ça c'est incontestable. Est-ce qu'Israël y a accès? On verra ça dans les prochains jours en fonction de la décision du président des États-Unis parce qu'il est constitutionnellement le chef des armées. Pour l'heure, alors Israël a déjà, celle-ci non pas à ma connaissance. En revanche, Israël dispose déjà des autres GBU et Bluff, sans entrer dans les détails techniques, qui ont déjà permis de frapper de manière extrêmement efficace Natanz et d'autres sites nucléaires. Rentrons-y un instant parce que la question de ces fameuses mégabombes, c'est la question de la profondeur de frappe. Si Israël n'a pas accès à ces mégabombes, alors les destructions qu'elle leur a fait des infrastructures iraniennes ne seront que superficielles. L'Iran qui a toujours affirmé qu'elle faisait son enrichissement d'uranium notamment de manière très profonde dans le sol. Est-ce qu'on peut se dire au moment où on se parle que les 3 jours de bombardement israéliens sont des bombardements superficiels qui n'ont fait que gagner du temps dans l'accès de l'Iran à la bombe, ou est-ce que c'est une capacité à avoir véritablement en profondeur détruit la capacité iranienne tout court à obtenir la bombe? Alors tout court obtenir la bombe, ça n'existe pas. Et j'ose espérer que les Israéliens et les autres puissances dans le monde ne sont pas dans la pensée magique, croyant que toutes les formules situées au fond des ordinateurs ou des cerveaux des ingénieurs militaires et nucléaires iraniens seront anéantis par des bombes. Ça, c'est pas possible. En revanche, l'objectif crédible, c'est de gagner du temps. Et gagner du temps, c'est pas seulement reculer pour mieux sauter. Gagner du temps, c'est-à-dire quelques années. Comme, à mon avis, ça vient d'être fait déjà ces derniers jours, pour vous répondre concrètement. Ou gagner quelques décennies, ça permet d'envisager, peut-être, potentiellement,
la chute du régime iranien. Alors par les Iraniens eux-mêmes, je ne crois absolument pas à une chute du régime parce que les Israéliens ou d'autres puissances frapperaient des sites militaires iraniens. Ça ne peut venir que du peuple iranien lui-même. Ça, j'en suis absolument convaincu. Deux, donc on pourrait gagner du temps à ce niveau-là. Et deux, gagner du temps, ça signifie aussi que dans quelques années, une nouvelle forme de dôme de fer, mais procédant sur la base du laser, qui est une nouvelle technique qui est en train d'être mise au point, sera mise au point. Autrement dit, le fait de gagner du temps, ne serait-ce que quelques années, n'est pas stupide d'un point de vue stratégique. Est-ce que les États-Unis affirment qu'ils ont découragé Israël dans une volonté qu'ils auraient eue parmi les cibles iraniennes d'éliminer le guide suprême, Khamenei? L'ambassadeur d'Israël en France niait cela ce matin à mon micro. Qui croire? Alors, j'y crois moyennement. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Khamenei n'est pas considéré comme un très grand stratège. C'est même le moins qu'on puisse dire. Contrairement à feu son allié Nasrallah. Souvenez-vous du chef du Hezbollah qui, lui, à l'automne dernier, a été éliminé par Israël parce que lui, depuis pratiquement 30 ans, était non seulement un chef incontesté, adoré de la population chiite iranienne et d'ailleurs d'un certain nombre d'autres Libanais aussi, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui était objectivement un vrai stratège. Khamenei est détesté par la quasi-totalité de son peuple, ça on le sait, et par ailleurs, il a pris ces dernières années des décisions dont on voit bien qu'elles mènent à la catastrophe. Donc d'un point de vue strictement tactique, je ne suis même pas certain que c'eût été intéressant pour Israël de l'éliminer. Frédéric Ancel, les conséquences pour l'Europe et pour la France. Peut-être ça vous paraît absurde de vous poser cette question comme cela, mais au fond, on s'interroge évidemment sur les conséquences économiques, sur les conséquences éventuellement en matière de terrorisme, sur la cible de certaines populations. On sait que les lieux de culte juifs, par exemple, ont été mis sous surveillance ou sous sécurité, à la fois aux États-Unis ou dans les autres pays d'Europe. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre conséquence qui est celle de se poser la question des guerres conventionnelle? Au fond, la France a toujours dit, nous, on est intouchable parce qu'on a la bombe atomique. Mais lorsque l'on voit ce qu'il se passe entre, évidemment, la Russie et l'Ukraine, mais aussi ce qu'il se passe aujourd'hui entre l'Iran et Israël, on n'utilise pas la bombe atomique, et bien heureusement. Est-ce que pour cette guerre, juste en dessous, qui est cette guerre conventionnelle, où il y a des missiles, où il y a... Nous-mêmes, avons-nous les moyens de nous défendre si, dans les années qui venaient, certains de nos adversaires devenaient nos ennemis? Alors, non seulement c'est pas une question peu absurde, mais elle est centrale. Je pense que la loi de programmation militaire, qui avait été impulsée par le président de la République, chef des armées, en vertu de la Constitution de 58, ces dernières années, nous permettait de nous maintenir à niveau et en tout cas de cesser le déclin sur le plan effectivement technique, logistique et militaire. J'ose espérer qu'elle ne sera pas trop reniée par les coûts budgétaires qui sont faits ces dernières années. Et je pense qu'avec les Britanniques et peut-être d'autres puissances européennes, nous devons impérativement renforcer exactement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire le conventionnel. Parce que dès lors que vous devez penser à utiliser ou pas la bombe atomique, c'est trop tard. Ça signifie que votre dissuasion, elle n'a pas fonctionné en amont. Nous n'avons pas de dôme de fer. Nous n'avons pas de défense aérienne. En avons-nous une? Alors, si on a une défense aérienne, on a quand même plusieurs centaines d'aéronefs. Enfin, il faut pouvoir être sûr qu'ils seraient efficaces le moment venu et surtout déterminer quel serait l'ennemi à ce niveau-là. Et pour bien le déterminer, il faut des moyens. Et ces moyens, je doute que dans les prochaines années, nous les ayons, si en tout cas nous n'avons pas suffisamment la volonté de maintenir à un très haut niveau, y compris en temps de disette budgétaire, cet effort militaire. Frédéric Ancel, pendant ce temps-là, à Gaza, que se passe-t-il? Alors, pour l'instant, la situation humanitaire est toujours catastrophique et il n'y a pas de sortie de crise, pour l'instant en tout cas. Et autant sur le dossier iranien, je pense que la direction, enfin le gouvernement israélien est à peu près dans le droit international et son offensive relève d'une véritable logique. D'ailleurs, aucun des pays occidentaux n'a condamné véritablement, ou en tout cas a réaffirmé le droit d'Israël à défendre. Voilà, pour toutes les raisons qu'on a dites tout à l'heure, et pas seulement les occidentaux, parce qu'en réalité, l'Inde et un certain nombre de pays est-asiatiques fonctionnent de cette manière-là, plutôt aux côtés d'Israël. En revanche, sur Gaza, autant la politique du gouvernement israélien, dont une partie est constituée de gens d'extrême droite et de véritables fanatiques, est éminemment critiquable. Et d'ailleurs, entre parenthèses, ce gouvernement, sur le dossier donc de Gaza, il est extrêmement critiqué, sinon condamné, par les 2/3, un peu plus des 2/3, selon les derniers sondages, de la population israélienne elle-même. Alors qu'évidemment, sur le dossier nucléaire, qui constitue une menace existentielle, il n'y a pas de débat en Israël. Merci Frédéric Ancel pour ce point
essentiel ce matin. Vous êtes docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po Paris. Et je rappelle avec espoir le titre de votre dernier ouvrage, La guerre mondiale n'aura pas lieu, c'est aux éditions Édile Jacob.